Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la nouvelle doctrine internationale de Donald Trump, dont la publication a provoqué de nombreux remous en Europe. Les États-Unis, c'est aussi la pression mise par Donald Trump sur Volodymyr Zelensky. Objectif, faire la paix en Ukraine. Pendant ce temps, les Européens se réunissaient ce lundi à Londres. Et puis, retour en France avec la fin du suspense sur le budget de la sécurité sociale, bientôt soumis au vote. Sébastien Lecornu tente un accord à gauche, mais fâche une partie de son centre. La Maison-Blanche vient de publier sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, un document explosif qui comprend aussi bien des ruptures idéologiques radicales que des continuations de la politique américaine, un concentré détonnant, mais aussi des non-dits et de l'hypocrisie, le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Donald Trump, encore et toujours au centre de toutes les attentions. Depuis la publication du nouveau National Security Strategy of the United States of America, en français Stratégie de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, nombreuses sont les réactions en Europe et à travers le monde pour analyser et comprendre ce document ou bien l'exploiter partiellement à des fins de communication et de propagande. Sur la forme, le document, daté de novembre 2025, publié sur le site de la Maison-Blanche, dénote par son format relativement court, puisque le texte compte une trentaine de pages. Il expose aussi bien les grandes lignes de la politique nationale qu'internationale des États-Unis. Il s'efforce d'identifier ce que veulent les États-Unis et les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre pour y parvenir, en détaillant également pour chaque région du monde une stratégie spécifique. On peut aisément qualifier ce document de doctrine Trump, voire de doctrine Trump-Vance, et il se pourrait bien donc que la philosophie de ce document se poursuive dans le temps, dans l'éventualité où J.D. Vance parviendrait à succéder à Donald Trump. Pour faire simple, il s'agit d'une doctrine qui vise à trouver les moyens de faire perdurer au cours du siècle en cours la puissance et la domination américaine, ou à tout le moins le fait que les États-Unis soient le premier pays dans un certain nombre de domaines. Il s'agit donc d'une doctrine actualisée d'une certaine forme d'impérialisme américain, en rupture donc avec une certaine idée du mondialisme qui vise à terme à diluer intégralement les nations dans un ensemble global qui serait gouverné par des élites transnationales. Ce document reconnaît avec justesse les erreurs des États-Unis depuis 1945, avec le développement du libre-échange qui a sapé l'industrie américaine, des guerres coûteuses qui n'ont pas été dans l'intérêt des États-Unis, et dans les 20 dernières années, un excès d'immigration et un délire woke qui ont affaibli de l'intérieur la puissance américaine. Trump affirme sa volonté que les États-Unis restent la première puissance mondiale et le pays le plus riche du monde. Les États-Unis se replient sur l'Amérique du Nord et du Sud, continent qui est leur chasse gardée. Pour le reste du monde, les ambitions sont moins fortes. Il s'agit de garder de l'influence et de sécuriser les grandes routes commerciales. La Chine y est présentée logiquement comme le grand rival des États-Unis, pour le titre de première puissance mondiale.
Trump veut y faire du containment de la puissance industrielle chinoise en réduisant ses exportations vers les États-Unis, mais aussi vers les alliés européens. C'est un appel net aux Européens à augmenter aussi les droits de douane vers la Chine. Ce qui a fait bondir les leaders européens ce week-end est la forte critique concernant l'Union européenne. La description est factuelle et fait mal. L'Europe est un continent qui s'affaiblit économiquement et qui s'effondre encore plus rapidement au niveau civilisationnel à cause des flux d'immigration. Le document reprend aussi le discours de J.D. Vance. L'Europe pratique la censure de la liberté d'expression et la suppression de l'opposition politique. Quant à l'Europe, on ressent un certain malaise américain vis-à-vis de l'évolution du vieux continent. Le document constate à quel point l'Europe est en décrochage rapide et brutal, une réalité qui inquiète de façon générale aux États-Unis et ailleurs dans le monde, même si cela éveille aussi certains appétits impériaux. Le document affirme que les États-Unis veulent même aider l'Europe à retrouver sa confiance en elle-même et à renouer ses relations avec la Russie. Des affirmations qui sont en rupture totale avec les politiques précédemment menées par les États-Unis, mais aussi, selon Philippe Murer, pleines d'hypocrisie. Si ce document est assez réaliste, il est aussi très hypocrite, car il oublie la responsabilité américaine dans l'affaiblissement de l'Europe. Qui, en ce moment même, affaiblit économiquement l'Europe en la forçant à acheter du gaz de schiste américain 4 fois plus cher que les Américains, et en lui imposant 15% de droits de douane? Qui a poussé les flux d'immigration? Le wokisme en Europe, si ce n'est les États-Unis et les ONG financées par Soros ou Rockefeller, avec l'approbation tacite du gouvernement américain. Qui a affaibli structurellement les nations européennes et donc leur identité nationale, si ce n'est le gouvernement américain qui a influé fortement pour la naissance de l'Union européenne dans les années 50-60. Qui a excessivement fait supporter la responsabilité aux Français des crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est un certain Robert Paxton, appuyé en cela par l'appareil d'influence américaine. Et même s'ils font semblant de s'indigner de ce document, quasiment qualifié d'ingérence dans les affaires européennes, on constate que de façon indirecte, certains dirigeants européens ont d'ores et déjà envoyé des signaux de soumission à cette nouvelle doctrine Trump. Champion toute catégorie du en même temps, le président de la République française, Emmanuel Macron, pourra tout aussi bien critiquer ce document que lui donner raison, puisque lors de son déplacement en Chine, de façon concomitante à la publication de la doctrine américaine, le président Macron a évoqué la possibilité de recourir à des droits de douane avec la Chine. On notera aussi des critiques contre le développement excessif des normes en Europe, ce qui est certes une critique juste, mais qui ressemble également à une invitation à assouplir les normes européennes qui sont contraignantes pour les entreprises américaines. En clair, la doctrine Trump, qui se veut bienveillante vis-à-vis d'une Europe en perdition complète, ressemble davantage à un plan consistant à ce qu'elle continue de se noyer, mais en restant dans le filet américain, pour éviter donc qu'elle ne se fasse dévorer par d'autres. Suivre l'exemple du bon sens de la doctrine Trump-Vance, mais en poursuivant son propre chemin, voilà sans doute ce qui pourrait permettre à l'Europe de retrouver son indépendance et sa prospérité. Mais au vu de l'état de ses élites actuelles, d'une part, de la structuration paralysante de l'Union européenne, d'autre part, et de l'inféodation aux États-Unis pour couronner le tout, redresser l'Europe ressemble pour l'instant davantage à un vœu pieux qu'à un programme réaliste qui serait mis en place prochainement. Zelensky, réfugié à Londres, alors que Donald Trump a rejeté la possibilité d'une paix en Ukraine dans le camp de Kiev. Le président était ce lundi à Londres pour rencontrer les dirigeants européens opposés au plan de l'oncle Sam. Un blocage de plus en plus difficile à justifier. Le point tout de suite. Les Européens conduisent-ils Zelensky à la capitulation? C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser en observant cette nouvelle réunion organisée ce lundi à Londres. Une opération diversion qui tombe après un nouveau coup de pression de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky. Je dois vous dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition de paix. C'était le cas il y a quelques heures. Son peuple l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord. La Russie, vous savez, la Russie préférerait sans doute avoir tout le pays si on y pense. Mais la Russie est, je crois, d'accord avec la proposition. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple adore la proposition, mais lui ne l'a pas lue.
Des propos assez clairs dans la bouche du président américain. D'abord, il fait de Volodymyr Zelensky un responsable inconséquent, seul à refuser la paix. Il appuie également sur la rupture entre le président, en mal de mandat depuis 18 mois, et sa population. Une attaque qui tombe juste alors même que la colère des Ukrainiens est exacerbée par les récentes révélations des affaires de corruption de plusieurs proches de Volodymyr Zelensky. Ensuite, Donald Trump décrit la Russie comme une puissance qui accepte un compromis pour sortir de la guerre. Cette manœuvre américaine a toujours le même but, rejeter la responsabilité de cette guerre déclenchée par l'État profond de Washington sur quelqu'un d'autre. Un quelqu'un d'autre qui sera sans nul doute l'Europe, comme le laissait deviner Emmanuel Macron depuis la Chine la semaine dernière. Il ne faut surtout céder à aucun esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, de tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition. Une histoire cousue de fil blanc, déconnectée de la réalité, aussi bien sur la situation militaire en Ukraine que sur la désunion de l'Union européenne. En effet, la réunion londonienne de ce lundi fait essentiellement la part belle aux ersatz néoconservateurs désormais incarnés par Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Obsédés par le conflit en Ukraine, dans la mesure où il leur permet de s'évader du marasme national dans lequel ils sont chacun empêtrés, les trois dirigeants européens ont à cœur de continuer d'arroser le champ de bataille et la corruption d'État avec l'argent des contribuables. Une orientation qui fera donc beaucoup plus les affaires de la Russie que le plan de paix de Donald Trump. En effet, dès lors que les combats se poursuivent, Moscou gagne du terrain. Une opération européenne qui pourrait donc conduire l'Ukraine tout droit vers la capitulation forcée. Passera pas. Le budget de la sécurité sociale, fruit d'un compromis avec la gauche, pourrait être voté à l'Assemblée nationale. L'issue du scrutin dépendra probablement du centre droit. Explication d'Olivier Frère-Jacques. C'est un des pires PLFSS depuis des années. C'est un budget qui est désastreux, qui sacrifie l'avenir au présent, par exemple avec la suspension de la réforme des retraites, c'est rejeter le fardeau sur les générations futures. Pas de politique familiale alors que depuis la dernière guerre, c'est la première année où les décès vont surpasser les naissances. Toujours plus de déficit, plus d'impôts. Un texte pas votable pour l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, met le socle commun dans une situation de tension. Vendredi, l'Assemblée nationale a adopté la partie recette du texte, validant notamment la suspension de la réforme des retraites, une concession majeure accordée par le Premier ministre Sébastien Lecornu aux socialistes. Ce succès précaire, obtenu grâce à une faible majorité et à l'absence de nombreux députés du Rassemblement national en raison d'obsèques, ne présage à rien pour les étapes suivantes. Mardi, les députés examineront le volet dépenses, incluant cette suspension emblématique, avant un scrutin solennel sur l'ensemble du PLFSS. L'issue reste incertaine car le rejet des dépenses n'empêcherait pas le vote global mais pourrait fragiliser l'ensemble. L'augmentation de la CSG et la suspension de la réforme des retraites sont vues comme des capitulations à la gauche. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, résolument en campagne pour 2027, et son groupe Horizon, qui s'abstiennent massivement, refusent de cautionner ces concessions. Le RN, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, promet une opposition ferme et appelle à la démission de Sébastien Lecornu en cas d'échec, arguant que cela ajouterait de la crise à la crise. Le président du RN, Jordan Bardella, s'en est tenu à une critique générale de la démarche budgétaire de l'exécutif. Ce contre quoi je me bats, c'est la volonté du gouvernement d'aller taper dans la poche des Français, et notamment des Français qui travaillent, d'augmenter la CSG, c'est-à-dire de fragiliser ces Français à qui on vient toujours demander des efforts, plutôt que d'aller faire des économies dans la mauvaise dépense publique. Et donc on préfère dans notre pays en 2025 faire des économies sur les Français qui travaillent ou sur les Français qui ont travaillé, plutôt que d'en faire sur l'immigration ou sur la fraude. Nous pensons l'exact inverse et c'est précisément ce qui a été exprimé par nos députés au cours des dernières heures de discussion parlementaire. À gauche, les socialistes ont soutenu les recettes presque unanimement, mais des voix dissidentes émergent, certains refusant de voter le texte final. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure,
C'est lui féliciter d'une petite victoire qui permet d'éviter à son parti de participer à une motion de censure qui le mènerait dangereusement à des élections législatives qui pourraient s'apparenter à un jeu de massacre pour les parlementaires du parti à la rose. Quand il y a quelque chose à prendre, je le prends. Et quand c'est maintenant, c'est maintenant. Et quand on peut se faire en sorte que les gens puissent se dire, bon, voilà, on est soulagé parce que les choses avancent dans le bon sens, eh bien, on prend. Les écologistes conditionnent leur appui à des avancées comme une hausse de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM à 3% contre 2% initialement prévu. Pour l'exécutif, les perspectives sont périlleuses. Sébastien Lecornu, soucieux d'éviter le 49-3 pour ne pas engager sa responsabilité, joue serré dans une coalition fragile. Des critiques surviennent jusque dans les rangs macronistes avec le député et ancien ministre Marc Ferracci qui critique les trop grandes concessions au PS, qualifiant la suspension de la réforme des retraites de déni de réalité. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, avertit elle qu'un rejet reporterait tout budget à mars ou avril, plongeant le déficit de la Sécu à 30 milliards d'euros en 2026 contre 23 en 2025. Plusieurs hypothèses s'ouvrent désormais. En cas d'adoption, le gouvernement passerait entre les gouttes et pourrait envisager une survie jusqu'à la fin du quinquennat. Un rejet ouvrirait en revanche vers l'inconnu avec l'impossibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale sans nouvelle commission mixte paritaire. Improbable vu l'opposition du Sénat centriste et de droite. L'exécutif devrait alors repartir de zéro, risquant une instabilité accrue. Et à présent, partons faire le tour de l'actualité en bref en France, aux côtés de Renaud de Bourleuf. Taxer la consommation pour rembourser la dette. Ce lundi, le laboratoire d'idées de gauche Terra Nova a publié son idée lumineuse pour sortir de la spirale de la dette et gagner quelques 120 milliards d'euros. Cette idée n'est pas nouvelle. Déjà présentée sous le nom de TVA sociale, elle vise à remplir les caisses que l'État vide souvent sans discernement en taxant toutes les couches de la société puisqu'il s'agit d'un impôt sur la consommation. En toute logique, une telle mesure porterait un coup dur à la croissance qui n'est pas au beau fixe et limitera donc les profits liés à la hausse de la TVA. Dans le rapport, il est indiqué que la France pratique une taxe sur la valeur ajoutée très basse. Problème, cette TVA s'ajoute à tous les autres impôts prélevés sur les budgets des Français à chaque occasion, sans pour autant que les déficits publics aient commencé à baisser. De la fumette à la sniffette. Pour la première fois en France, le cannabis est détrôné par la cocaïne au classement des marchés des drogues en termes de dépenses. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives estime donc désormais le marché de la poudre blanche à plus de 3,1 milliards d'euros contre 2,7 milliards pour la Marie-Jeanne. Des chiffres tout juste publiés mais qui concernent toutefois la période 2010-2023. Ainsi, tout porte à croire que la tendance mettant en tête la cocaïne s'est renforcée depuis, notamment à cause de la baisse des prix de cette drogue prisée dans de plus en plus de couches de la société, jusqu'aux coulisses du pouvoir. Il est toutefois noté que toutes les drogues ont vu leur consommation augmenter en flèche, à croire que les Français ont besoin d'évasion. Distinguer un homme d'une femme, devenu un délit. Jeudi, un gynécologue a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis pour ce que le tribunal correctionnel de Pau a considéré comme un outrage sexiste. En l'occurrence, en août 2023, ce gynécologue avait refusé d'examiner une femme transgenre, c'est-à-dire un homme déclarant être une femme. Il avait assuré n'être compétent que pour les femmes. 2 associations, SOS Homophobie et SOS Transphobie, ont déposé chacune une plainte. Le gynécologue encourait la prison avec sursis. Il a tout de même fait profil bas au tribunal, répondant à une question du juge concernant l'individu qu'il avait refusé d'examiner. Oui, c'est certainement une femme. Mais son amende pour outrage sexiste ne semble pas satisfaire les plaignants. Il a été relaxé concernant l'accusation de discrimination. Précisons que le médecin n'est pas soutenu par sa profession. Au début de l'année 2025, il a été sanctionné par le Conseil régional de l'Ordre des médecins d'1 mois d'interdiction d'exercer. La fête des Lumières, de fête religieuse à festival politique de l'extrême gauche. Samedi à Lyon, le collectif Les Soulèvements de la Terre a projeté sur les murs de la ville diverses illuminations comportant les messages suivants: non à l'état policier, la police blesse et tue, Sainte-Soline ni oubli ni pardon, ou encore on dégage le RN. Une enquête a été ouverte pour injure publique, mais aussi pour introduction dans un système informatique et abus de confiance. En effet, si les Soulèvements de la Terre revendiquent cette action, la mise en œuvre reste à élucider. Le Louvre creuse encore. Plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des antiquités égyptiennes du musée du Louvre ont été endommagés par une fuite d'eau survenue le 26 novembre. Les dégradations sont dues à une erreur humaine sur une vanne du système hydraulique obsolète. Selon Francis Tenbock, administrateur général adjoint, entre 300 et 400 revues d'égyptologie et documents scientifiques datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle sont touchés, mais aucun ouvrage patrimonial unique ne serait concerné. Les documents utiles, mais non irremplaçables, seront séchés et restaurés. Une enquête interne est en cours et les travaux de remplacement du réseau sont prévus dès septembre 2026
pour éviter de futurs incidents. Le projet de renaissance du Louvre du président Macron semble suivre la même voie que son second quinquennat. Et on poursuit avec l'actualité internationale. L'UE s'attaque à X. Bruxelles a infligé une amende de 120 millions d'euros au réseau social d'Elon Musk pour violation de la loi sur les services numériques, notamment pour tromperie des utilisateurs via les coches bleues de certification. Ces indicateurs authentifiaient les comptes officiels de personnalités et sont devenus accessibles sur paiement. Il s'agit de la première sanction sous ce règlement en vigueur depuis 2 ans visant à lutter contre les contenus illégaux en ligne. Elon Musk a réagi en appelant carrément à l'abolition de l'UE, tandis que l'équipe de Donald Trump, via Marco Rubio, dénonce une attaque contre les plateformes américaines et une censure. Washington critique ces règles européennes et a tenté des négociations pour les assouplir en échange de concessions commerciales. Les dirigeants européistes ont plus d'un tour dans leur sac pour brider la liberté d'expression sur Internet. Dimanche, le journal allemand Welt am Sonntag a dévoilé une enquête selon laquelle le chancelier Friedrich Merz a déposé, lorsqu'il était chef de l'opposition, près de 5000 plaintes pour insultes en ligne, des injures variées telles que petit nazi, imbécile ou salivrogne. La méthode Friedrich Merz était la suivante. Une société informatique privée, Sodon, recensait sur Internet ces insultes, moyennant 50% des dommages et intérêts obtenus. Cette entreprise affirmerait que ces sommes permettraient d'améliorer son budget dans la lutte contre la haine en ligne. Notons que ces plaintes ont donné lieu à des perquisitions dont certaines ont été par la suite reconnues illégales. Coup d'État manqué en Afrique. Le gouvernement béninois a déjoué une tentative de coup d'État ce dimanche à Cotonou, où un groupe de 8 militaires s'est présenté à la télévision comme le comité militaire pour la refondation pour destituer le président Patrice Talon, invoquant la dégradation sécuritaire au nord du pays, la négligence envers les soldats ainsi que des revendications sociales. L'armée régulière a repris le contrôle avec des tirs entendus et des accès bloqués à la présidence et à la télévision nationale. Patrice Talon arrive au terme de son second mandat en avril 2026. La CEDEAO et l'Union africaine condamnent fermement cette action qualifiée d'anticonstitutionnelle. Libération partielle des enfants nigérians enlevés. Dimanche, 100 des 303 élèves et 12 enseignants enlevés le 21 novembre au pensionnat catholique Sainte-Marie à l'ouest du Nigeria ont été libérés. Alors qu'une cinquantaine d'entre eux avaient pu s'échapper, il reste 165 prisonniers toujours introuvables. Il s'agit de l'un des plus importants enlèvements de masse ayant eu lieu dans la région au cours des dernières années, alors que la violence est de plus en plus importante entre djihadistes et bandits en quête de rançon. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Sergueï Kolesnikov pour évoquer les coûts et bénéfices de la guerre en Ukraine pour l'Union européenne et la Russie. Il y a un éléphant dans le salon, il s'appelle les BRICS. C'était mon dernier bouquin. Personne ne l'a vu venir. Et les Occidentaux continuent de raisonner en termes de monde avec 2 pôles, la Russie et l'Occident. Alors que le monde est déjà multipolaire aujourd'hui. Et ça, ils ne le voient pas. Ils pensent que si on se met, par exemple, comme l'avait fait Macron, il avait invité Narendra Modi, l'Indien, au 14 juillet, je crois que c'était l'an passé, il lui avait vendu des Rafales au passage. Enfin, lui, il pouvait payer ses Rafales. C'est pas comme Zelensky, parce que si Zelensky, c'est nous qui allons lui payer ses Rafales. Il pensait que si on se met l'Inde dans la poche, elle va se détacher de la Chine. Mais c'est ne pas comprendre ce que c'est que les BRICS. Demain mardi, à partir de 7h, découvrez notre nouveau Zoom avec Jean-Michel Jacquemin-Raffestin qui dénonce le scandale de l'urgence climatique entre marketing et religion. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.